Donc, salut à tous. Aujourd'hui, interview de Amandine qui, j'ai eu l'occasion de parler avec elle parce qu'elle a séjourné pendant un bon moment à Cuba. Et durant cette interview, justement, j'aimerais qu'on parle de Cuba, qu'on parle de comment trouver un club, comment ça se passe à l'intérieur du pays aussi. Et voilà, on parlera aussi de son métier qui est entraîneuse de boxe. Et je vais te laisser de te présenter déjà. Ben, salut à tous, moi c'est Amandine, ancienne basketteuse de haut niveau. J'ai commencé la boxe depuis maintenant, c'est ma troisième année maintenant. Et voilà, en fait, à la base, j'ai grave kiffé le concept de box fitness. Et au final, je me suis pris un peu plus dans le jeu du sport en lui-même. Et voilà, je me retrouve sur un ring maintenant. Voilà, voilà. Tu dis que t'as été basketteuse pro. C'était à quel poste et depuis combien de temps? En vrai, depuis toute petite, je suis dans un parcours de haut niveau parce que tu vois, je suis passée par le pôle espoir, sport-études, centre de formation, un petit peu le cursus, voilà, basique. Et après, je suis allée jusqu'en National 1. Donc, c'est juste en dessous du niveau professionnel où tu as la Ligue féminine et la Ligue 2 derrière. Et, euh, et voilà. Et ton cursus en boxe anglaise. Tu veux nous raconter justement ton histoire avec ce sport? Yes. Du coup, c'était il y a quand j'étais encore au basket en fait. J'étais encore basketteuse. À ce moment-là, c'était mon taf. Et en fait, en parallèle, je venais de valider mon diplôme de prof de PS, mais j'avais pas envie de reprendre tout de suite. Donc du coup, je me suis mis en dispo et je me disais en fait avec le basket, on avait genre 7 8 entraînements par semaine mais que du basket et je voulais aussi me renforcer musculairement. Et je kiffais aussi la boxe à ce moment-là. Boxe, CrossFit, c'était un peu le délire où tu vois, j'avais envie de toucher un petit peu à autre chose en parallèle. Et en fait, le hasard des choses a fait que je suis tombée sur un événement, tu vois, je suis tombée sur une présentation de la salle du Boxing Club de Troyes, Box and Fit à Troyes. Donc j'y suis allée à la base pour m'entraîner. Et au final, le feeling est grave passé avec du coup Jawad Shaker qui était le gérant à l'époque. Et au final, dans la foulée, il m'a recruté et j'ai commencé à coacher de la boxe fitness. Donc c'est-à-dire que tu allies des mouvements de frappe au sac, du renforcement musculaire, du cardio, c'est très complet, très fluide, bref, ma cam. Et au final, bah j'étais dans la salle et tu te prends vite au jeu, tu prends le goût et voilà, je suis rentrée dedans derrière. Mais pas tout de suite parce qu'au début, j'avais ma carrière de basket et impossible de gérer les deux. Je me souviens, j'avais même testé pendant un mois, je m'entraînais juste une fois par semaine en boxe. Laisse tomber. Le corps, trop d'énergie, c'était pas possible. Donc j'ai arrêté. Ok. Ouais. Et quand tu as arrêté justement ta carrière de basketteuse. Ouais. C'était juste après le Covid, après la deuxième vague. Parce qu'à ce moment-là, tu sais, quand il y a eu le Covid la première année, enfin la première fois, on faisait une bête de saison, on allait monter justement en professionnel. C'était vraiment l'année de folie. Et au final, le Covid a stoppé les playoffs. Donc, on n'a pas fait les playoffs. L'année, elle a été gélifiée. Et l'année d'après, le recrutement a pas été bon. Ça a été vraiment un début de saison compliqué. Et je crois que même, on a fait que 5 matchs. Et derrière, la deuxième vague est arrivée. Et je me souviens même, honnêtement, je m'étais dit, heureusement, il y a le Covid parce que la saison aurait été longue sinon. Et c'est là que j'ai eu envie de switcher. Et c'est très naturellement. Alors qu'avant, je me serais dit, venez à quel moment tu vas arrêter, il faut pas faire la saison de trop, la saison de pas assez. Et la fluide, en mode, c'est bon, je me mets à la boxe. J'ai envie de boxer. Ok. Et comment ça se passe la vie d'une basketteuse pro? Tu te lèves, entraînement, tu rentres, tu manges, petite sieste si tu peux. Derrière, tu repars, entraînement, et c'est ça toute la semaine. Et puis le week-end, la particularité, tu vois, par rapport à la boxe, c'est que tous les week-ends, t'as un match. Donc, une fois sur deux, tu vas jouer chez toi. Et tu sais que le week-end suivant, tu vas partir quasiment tout le week-end parce qu'après, au niveau national 1, t'es, allez, la France, elle est coupée en quatre, on va dire. La vie des trajets, c'est entre 3 et 6 heures de route, à peu près. Le week-end, quand tu pars à l'extérieur, tu sais que tu vas partir tôt le samedi et rentrer dans la nuit du samedi au dimanche. Donc, ça prend pas mal de temps. Ok. Ouais. T'étais dans quel team? Mon dernier club, c'était sur 3 à Sainte-Savine, au Sainte-Savine Basket.
Ouais. C'est en dessous de Paris, c'est où? Ouais, juste à Paris, c'est juste en dessous, un petit peu un peu plus sur l'est. Ok. Ouais. Ouais. T'as quoi? Une heure de Paris. Franchement, c'est à côté. Ouais. Et donc actuellement, je crois savoir que tu es entraîneuse dans un club d'une firme Apollo où il y a Daoud Asso. Exactement. Yes. Sur l'île, du coup. Depuis combien de temps? Hein? Mais depuis cette année. Parce que moi, je viens d'arriver cette année dans le Nord. Et du coup, je crois que la salle à Lille, elle est ouverte par contre depuis 2022 ou fin 2021. Et il y a quelques clubs aussi sur Paris, Lyon, Marseille. T'en as plusieurs un petit peu dans la France, ouais. Pas bien que Ouais. de base, c'est une firme qui est beaucoup à Paris. C'est ça, parce qu'il y a au moins cinq six clubs, hein, je crois, à Paris. Hein. Si ce n'est plus, hein. Ouais, certainement, ouais, certainement. Tu connais aussi? Je connais de nom. Je sais ils sont en concurrent avec plusieurs clubs qui ils ont le même, comment dire, la même atmosphère, c'est le côté un peu, vous avez un délire un peu de white collar. Je sais pas si tu connais le concept de white collar. De quoi? White collar, collar, col blanc. Ah, ça coupe légèrement. En fait, ce concept de col blanc, c'est un concept qui beaucoup des Anglais en fait. C'est-à-dire que en Angleterre, il y a ce concept où tu peux être avocat, tu peux être cadre, avoir un certain statut. Les gars en fait font des combats uniquement entre eux, toi. Entre eux, c'est des clubs qui où il faut un abonnement assez cher ou c'est pas des trucs associatifs. Ouais. Où il y a aussi ce concept, je pense que ils se confrontent entre eux, mais c'est aussi un moyen de faire du networking ou autre. Je sais pas si si tu vois le truc. Un peu. Après, c'est un petit peu coupé, mais j'arrive à décrypter ce que tu me dis. Mais c'est un peu ça, hein, parce que ça reste des salles un peu style premium quand même, même sur Paris. Hein. C'est Exact, et comme le temple aussi. ouais, ouais, exactement. C'est exactement ça. Et tu payes sous forme de crédit. Tu t'achètes un crédit, t'as le droit à un cours. T'as pas forcément un engagement. Ou après, tu peux prendre plus de crédit, mais ouais, c'est exactement ça. Parce que moi, j'étais parti en Angleterre il y a quelques temps. Et franchement, j'étais surpris parce que à l'époque, j'allais voir justement un développeur d'un capteur pour coup de poing, en fait. Le capteur, il me disait, tu faisais tel crochet ou autre, il te donnait la puissance, la rapidité. Et toi, c'est un gars qui a assez une tête. Je me souviens plus le nom de la marque. Mais en fait, il me disait justement qu'il était dans un club et que il allait faire un combat de white collar. Et tu vois, les gars avaient un coca et il dit ouais, je vais peut-être me battre contre des avocats ou autres. Et tu sais, c'est vraiment ancré dans leur délire dans le sens où en France, il y a ce côté où la boxe peut être pas forcément prise en compte de la bonne façon, mais au bout du compte, en Angleterre, quoi, c'est vraiment dans leur gène, quoi. Et Ok, c'est et bien que c'était vraiment en mode fight. Ah ouais, c'était carrément en mode fight. oui, c'est comment ça, mais je pense que bien, je crois bien que Apollo fait ce concept aussi. Hein. Mais on le fait, mais tu vois, ça reste genre, je kiffe parce que en fait, ces salles-là, elles permettent à n'importe qui de pouvoir boxer. C'est-à-dire que demain, tu vois, t'as le gars qui va être là, il gère son entreprise, il travaille énormément la semaine, il peut pas s'entraîner énormément, mais vas-y, il peut venir une fois, deux fois, mais il vient. Et tu vois, Apollo, de temps en temps, va faire des Apollo Night ou alors des interclubs. Donc, soit on va faire entre nous, c'est-à-dire les adhérents qu'il y a, bah, on fait des matchs et ça se transforme en petit gala entre nous. Ou alors en gala externe, où là, on va prendre des loisirs dans un club annexe ou autre, pareil, tu sais, qui ont envie de boxer, qui ont peut-être pas encore le temps ou le niveau pour aller sur le ring officiellement, tu vois, en compétition. Et du coup, on les fait boxer. Et tu vois, tout le monde kiffe. Il y a des gars, il y a quelques nanas aussi. Et je trouve que c'est cool parce que ça permet de vivre cette sensation de monter sur un ring, peut-être de ressentir cette adrénaline, cette pression, ce contexte où tu te retrouves seul entre les cordes. Et quand tu l'as jamais fait de ta vie, c'est une sensation particulière. Et du coup, tu vois, une personne lambda, en fait, peut le vivre elle aussi, sans passer par la case club, compétition. Ah, exact. Et C'est je ça? dis bien souvent que
les gens ont tendance à discréditer le boxeur, il est violent, etc. Mais bien souvent, ces gens ont une violence un peu plus verbale ou autre. Et le fait que tu sais, ça se démocratise, ça permet aussi aux gens de voir un peu leur part d'ombre, de la délester, de la comprendre, aussi de la maîtriser aussi surtout, tu vois. Ouais, complètement. Et je pense encore plus dans l'époque dans laquelle on vit, surtout ici en Europe, tu as pu le constater, je pense, où ça va très vite, très très vite. Mentalement, c'est trop. Et la plupart, tu vois, à la salle, en tout cas à 2-3, et même à Lille, c'est le même ressenti. Tout le monde, t'as beaucoup de gens au début qui allaient venir, tu sais, c'est pour le physique. Ça va être la motivation de départ. Mais au final, ils continuent de venir parce que ça fait du bien à la tête. C'est même plus, Exact. tu vois, c'est vraiment un besoin. Ça devient un besoin à la fin. Ouais. Ouais, exact. Et moi, je t'ai connu via un jeune gars qui, à l'époque, voulait partir justement à Cuba. Et justement, je crois bien qu'il était venu en même temps que toi. Et par la suite, justement, toi, tu es resté. Et il me disait que tu avais resté un bon petit 6 mois. Peut-être t'es resté un peu plus longtemps. Tu peux Six mois, ouais. nous expliquer justement ce périple? Expliquer, pardon, tu m'as dit? Expliquer le périple. T'es resté combien de temps? Ok. Du coup, moi, je suis partie à la base un mois, donc ça devait certainement être avec la personne dont tu parles. Je suis partie en camp d'entraînement. C'est-à-dire que c'était un un Cubain qui maintenant vit en Angleterre, qui organisait un camp qu'on pouvait réserver entre 1 à 3 semaines. Donc j'ai dit, vas-y, je vais y rester 3 semaines. Je suis même restée un mois au final. Tu vois, je suis arrivée un peu avant, repartie un peu après. J'ai comme ça, je vais prendre la température. Parce que j'avais déjà dans la tête, en fait, de partir sur une plus longue durée. Parce que, pour tout dire, c'est qu'au début, j'ai commencé la boxe en mode, première semaine, j'ai dit, vas-y, je veux monter sur un ring. Vive cette sensation. Et, ne veux pas me mentir, au bout de 2 semaines, c'est bon. Je suis accro au sport. Je me suis entraînée tout le temps, toute ma vie, 2 fois par jour. J'ai dit, c'est bon, je veux faire un truc en boxe. Allez, go. Et du coup, j'ai dit, vas-y, il faut que je parte longtemps à Cuba. C'est les meilleurs là-bas. Vu que je débute, en plus, ça fait pas longtemps que je boxe. Si je veux apprendre une bonne technique, bien boxer, autant partir là-bas directement. Donc, à la fin du camp, ça s'est bien passé. J'ai pu prendre la température, tu vois, du pays, comment ça se passe. J'ai pu voir est-ce que c'est possible de venir sur une longue durée sans avoir de problème, etc. Et au final, c'était faisable. Et donc, par la suite, je suis rentrée, c'était quoi? C'était 2022, je suis rentrée début septembre. Et après, je suis repartie fin décembre 2022, tu vois. Et je suis restée de janvier à fin juin 2023 là-bas. Donc, 6 mois, pile. Et ce qui était bien, ce qui est pratique, c'est que quand tu vas là-bas, tu as besoin d'un visa. C'est sur une période de 3 mois. Et tu peux le renouveler une deuxième fois sur place. En fait, tu peux rester 6 mois dans le pays sans forcément avoir besoin de sortir. Alors qu'avant, c'était plus court. Ça, cette règle, elle est passée janvier 2023, en gros, quand je partais peut-être un mois avant, tu vois. Très récent. Donc ouais, après, je suis restée 6 mois et ça a été chouette dans le sens où j'ai vraiment pu vivre comme une Cubaine, tu vois. J'étais pas une touriste à Cuba. Et ça, franchement, c'était au-delà de la boxe. Je partais pour la boxe et au final, je suis ressortie avec une expérience humaine. Genre, je me dis, mais heureusement que je l'ai fait. Heureusement, tu vois. Ok. Et en gros, tu dis qu'on peut rester vraiment maximum que 6 mois, quoi. On peut pas, par En exemple, fait, le prolonger. Par exemple, si une personne qui veut rester un an, par exemple. tu peux rester plus parce que ce que tu fais, c'est quoi? C'est tu sors au Mexique et tu reviens. Tu fais juste un aller-retour sur une journée et c'est tout. Et les billets au Mexique, Cuba, Mexique, c'est vraiment pas cher, c'est très accessible. Pour 100 euros, tu fais l'aller-retour facilement. Ok. Ça Mexique, arrive de me choper, ça. tu peux faire un petit aller-retour facilement à Cuba, tu vois, même si tu restes pas longtemps. Ok. Et justement, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui plaît justement dans la technique cubaine? Dans la technique ou la vie? Hum, Côté boxe ou côté on appelle ça la technique, le côté boxe déjà. Ou côté plutôt boxe déjà? côté Vas-y. Déjà côté boxe, ça a rien à voir avec ici. Dans le sens où tu es entouré de gens qui sont passionnés et qui aiment la boxe. Et je dirais même qui aiment la belle boxe. C'est important de le préciser. Parce que eux, c'est vraiment, je veux toucher sans me faire toucher. Et pour moi, tu vois, c'est l'essence même du sport. Et, euh, et du coup, tu sens qu'ils font ça avec amour et ils maîtrisent le sujet. Donc quand tu es dans un environnement comme ça, où en plus, t'as pas de matos, t'as rien, les conditions de vie sont très dures,
Euh, Tu vois, aujourd'hui, tu regardes sur les grandes compétitions, ils déchirent tout. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de matériel. Donc, tu vois qu'en fait, t'as pas besoin de grand-chose pour pouvoir être bon. En tout cas, c'est pas, oui, peut-être ça va t'apporter du plus, mais c'est pas ce qui fait tout. Et le fait d'être dans un environnement comme ça, même aussi sur la confiance que l'on va t'accorder. C'est-à-dire que tu vois, moi, j'arrive, c'est vrai qu'il faut le préciser, la boxe féminine, ça venait de se développer. C'est-à-dire que quand je suis arrivée en décembre, juste avant, c'était la première compétition officielle féminine à Cuba. Avant, elles boxaient pas, les filles. Donc depuis un an, on va dire, elles s'entraînaient vraiment. Et avant, tu vois, c'était en mode elles s'entraînent, mais tu pouvais rien faire. Alors que là, maintenant, elles peuvent faire de la compétition. Et tu vois, donc quand je suis arrivée, je suis pas une ouf en boxe, hein. Bah, ils ont grave cru en moi, mais plus que moi-même limite. Tu sais, il y a pas de, en fait, là-bas, c'est vraiment une mentalité où, tu veux un truc, tu vas l'avoir. Il y a pas de limite. Et leur style de vie fait que tu es obligé d'avoir cette mentalité-là. Alors que ici, et que ça soit en boxe, au basket, partout, hein, tu vas très vite être mis dans une case où on va très vite avoir un avis sur toi, tu vois. Et ouais, Étiqueté. si t'as pas le talent, t'es mis de côté, tu vois. Et ça, je trouve, c'est ce qui vraiment fait la différence. Ouais, l'environnement est. Mais je partage ça dans ma story, un petit bout de phrase qui disait j'ai cru en moi, j'ai dit que j'étais fort avant de l'être. Et c'est une phrase de Mohamed Ali. Et bien souvent, par exemple, on a tendance à discréditer, par exemple, le yoga. Je pense que yoga, par exemple, comparativement à Doumbé, je pense que c'est un peu la même veine, sauf que yoga, je pense que le fait que tout le monde soit contre lui, je pense que ça l'a vraiment touché, tu vois. On s'imagine pas que l'importance pour un champion de dire qu'il est fort au bout du compte. Il y a vraiment ce problème-là en France. Hein, je pense que je sais pas pourquoi, mais dès que tu dis que t'es fort ou autre, que tu veux pas tout le monde, et t'es obligé de c'est pour le français, t'es obligé de le dire. Dès que tu commences à exprimer ta volonté d'être puissant, bon, écrasé, quoi. Bah, c'est tout de suite pris pour la prétention. Et dans un sport individuel, encore plus un sport de combat, mentalement, t'es obligé de te mettre dans un mindset. Tu veux, tu peux pas. Et pourtant, et tu vois, on va le dire, ceux qui font des sports de combat sont peut-être les personnes les plus humbles, parce que ce sport, il t'apprend vraiment l'humilité. Je trouve que par rapport au basket, tu vois, en comparant, ça a rien à voir. Il y a le respect, le fair play, tout ça, mais l'humilité, ouais, je la retrouve en boxe de ouf. Et c'est dur d'être à la place de Yoka, dans le sens aussi où quand tu perds, t'es tout de suite descendu. T'as une défaite, c'est bon. Tu voulais être champion. Si t'as eu le culot d'annoncer que tu voulais être champion, et là t'as perdu contre peut-être quelqu'un, voilà, que t'aurais dû passer, ou même quelqu'un de fort, hein, c'est bon. Ah ben c'est fini, aux oubliettes. Et tu vois la différence, les Cubains, demain t'as eu la défaite d'un Cubain, un grand champion qui est très connu, il a perdu, tous les commentaires c'est t'inquiète champion, tu vas y arriver, tu vas te relever, ça va te rendre plus fort, t'as un peuple en fait derrière toi. Et Yoka, franchement, la pression qu'il a à gérer, c'est, t'imagines? Et là, tout le monde te déteste, tu perds 3 fights d'affilée, et il faut continuer de croire en toi. Ouais, il est là le challenge. Après, je trouve que le cas, j'ai cette impression que c'est, en tout cas, les défaites qu'il a eues, le mental joue beaucoup. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Ça a un peu coupé. Ouais, attends, excuse-moi. J'ai l'impression que au niveau de Yoka, les défaites qu'il a pu avoir récemment, il y a beaucoup de mental qui joue beaucoup, toi. Ouais. Le fait d'avoir cette pression, c'est assez, je, je trouve assez flagrant parce que je me suis mis à regarder par exemple ces anciens combats parce on a rapidement tendance à dès qu'on voit quelqu'un perdre à tout de suite diminuer justement ses anciennes performances. Et en fait, tu vois les anciens combats, je trouve tu sais une envie plus, une intention plus féroce comparativement par exemple à son dernier combat contre le Belge. Je sais pas comment tu vois. Moi, tu ressens de la peur dans le fond. Je sais pas si La tu ressens. crainte. Il y a, tu sens que c'est pas, tu sens qu'il y a cette pression quand même qui est là. Tu sens qu'il y a besoin de prouver. Dans le fond, hein. Même si je pense qu'il se prépare, il se conditionne,
c'est sûr, mais tes défaites, elles sont là, elles ont marqué ton cerveau, il l'a enregistré et faut switcher ça. Et ça, des fois, c'est pas toujours évident à faire. Et surtout que lui, il a la pression du monde entier, et donc la pression médiatique et la pression aussi même financière, parce qu'il était en contrat avec le Canal, etc. Et après, je connais pas tous les détails, mais il y a le business qui est derrière aussi. Donc, je pense que c'est beaucoup de poids et savoir le gérer, c'est pas évident quand tu enchaînes des défaites comme ça. Surtout dans un pays où la critique est très, très, très facile. Et même le sport est pas quelque chose de flatteur ici, de manière générale. Exact. Tu vois, Mais après, il y a même un truc, j'irais même plus loin par rapport à Yoka. Je pense que Yoka, malgré le fait qu'on voit qu'il a une très grosse arrogance, et je pense que son arrogance, c'est pour lui-même. Mais je trouve, et j'ai cette impression il a vraiment un besoin d'amour du public français. C'est beaucoup de personnes ont cette impression que, je sais pas comment dire, c'est que je trouve qu'en fait, tout ce qu'il a fait pendant son carrière en tant que boxeur, le fait de vouloir totalement rester en France, ouais, j'ai cette impression qu'en fait, ce qu'il veut, c'est de l'amour. C'est comme si tu veux de l'amour de la part d'un père ou d'une mère qui sont le public, qui montre une certaine arrogance et que tu vois tout le public est contre toi, tu vois. Et je sais pas comment tu le sens. Moi, j'ai l'impression en tout cas que euh, le peuple français est pas assez, comment dire, avec ses boxeurs comparativement aux Anglais. Les Anglais, c'est des dingues. Je me rappelle avec Ricky Hatton quand il était parti combattre contre Floyd Mayweather. Les gars, ils portent leur boxeur, c'est une dinguerie, tu vois. Et ici, c'est totalement différent, tu vois. complètement, complètement. Ça a rien à voir. Tu pars, demain, il part à l'étranger du foot, enfin, tu pars, t'es tout seul. C'est comme, bah, tu vois, c'est à l'image, je trouve, parce que t'as vu, même moi, j'ai pas beaucoup de recul dans la boxe. Avant, je m'y intéressais pas, sur tous les grands champions ou autres comme maintenant. Mais tu vois, Nordi Noumbali, c'est Exact. quelqu'un qui, à mes yeux, mais devrait être mondialement connu et c'est incroyable ce qu'il a fait. Personne l'a fait là, en tout cas récemment, personne l'a fait. Ceinture Et WBC, ouais. il allait les chercher à l'étranger comme ça, à Las Vegas, ensuite au Japon. Enfin, t'es à l'extérieur en plus, on sait très bien commencer en boxe, ça reste jamais simple. Bah waouh, respect, enfin incroyable. Et pourtant, tu vas parler de Nordine Bali demain, on connaît pas, ou même, tu sais, même la façon dont il peut être récompensé par la Fédé ou autre, sans dire que c'est pas bien, mais ça pourrait être plus encore, je trouve. Non, 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 une ceinture WBC, c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Ouais. C'est pas une petite ceinture, c'est vraiment the ceinture verte, là, Mohamed Ali, là. Ce qu'il a fait, c'est grand et il est vrai que la répercussion, elle est ultra basse, tu vois. C'est même un gars qui devrait être, je sais pas, passer sur France 2 ou sur TF1. C'est vraiment très gros ce qu'il a fait, quoi. Ouais, complètement. Complètement, Et complètement. tu nous as pas dit comment ça se passe le mood, mis à part la boxe, le mood à Cuba, comment ça se passe? Cuba, déjà, t'as le soleil H24. Donc le mood, même si t'es végétaire, il est obligé d'être bon. T'es là, t'es bronzé, il fait beau. Franchement, c'est très, très appréciable. Faut le dire parce que en revenant ici, tu vois, je le vois, ça fait vraiment la différence. Et les gens, là-bas, c'est très, en fait, je pense que vu que la technologie est pas trop développée là-bas, tu vois. Genre demain, t'es un Cubain, t'as un téléphone portable, c'est un pour la famille ou t'es chanceux, tu vois. Donc en fait, t'as beaucoup de gens dehors, t'es encore un petit peu tu reprends nos années 90, quoi. Et du coup, il y a ce contact social. T'as beaucoup de vélos, de scooters, les petites voitures américaines, ça fait son charme. Mais donc, tout le monde est dans la rue, tout le temps. Tu croises toujours des gens. Et puis, tu sais, c'est très, très accueillant, ça va tchatcher. Et tu prends le temps. Là-bas, ils prennent le temps. Parce qu'en fait, tu peux pas anticiper une journée à Cuba. C'est incroyable. Je pense que peut-être tu le vis à Rio. Tu te lèves le matin, tu vas prévoir, OK, je vais m'entraîner là, après il y aura ci, ça. OK, si tu arrives à faire ton plan jusqu'à midi, déjà, c'est bien. Et après, tu sais jamais ce qui peut se passer. Et donc, en fait, tu te poses plus, tu prends plus le temps de faire les choses et tu as plus de contact social aussi avec les autres. Tu sens vraiment ce côté chaleureux, tu vas t'entraider. Tu vois, j'habitais dans une sorte d'immeuble. Et c'est bon, tous ceux de l'immeuble, je les connaissais. On a fait connaissance, même si au début, tu sais, je suis arrivée, je parlais pas espagnol. Enfin, t'as vu, on a fait des cours en sixième. Voilà, je me souvenais plus trop de grand chose. Et là-bas, ils parlent très vite. Ils prononcent pas les S, ils parlent très très vite. Tu comprends rien. Et après, voilà, tu te familiarises et t'arrives à avoir des discussions. Et
ils apprécient les choses. Tu vois, ils prennent le temps. Et ça, c'est vraiment très, très appréciable, je trouve. Ok. Ouais. Après, c'est vrai que par rapport à ce que, par exemple, la France peut vendre de tel ou tel pays, par exemple, moi, en venant ici, euh, par exemple, quand on me disait d'éviter de filmer ou autre, tu sais, on parle de, on sait, tout le monde a déjà vu la Cité des Dieux, donc les gens pètent des câbles, croient que tout le monde a des armes et que du coup tout le monde est des lions, mais en fait c'est des hommes comme nous, des humains comme nous, je veux dire. Et parfois ils sont même plus, comme tu dis, plus accueillants, plus chaleureux. Euh, moi j'ai un truc qui est vendu par les médias, qui est le côté, c'est la police, des polices fédérales qui te suivent si tu filmes ou autre. Comment ça se passe à ce niveau-là? Ah ouais. Non, franchement, là-bas, moi, en tant que femme, je me sentais safe. Je pouvais marcher le soir, 23 heures dans la rue, toute seule, sereine. Tu vois, vraiment sereine. Après, je vais dire, c'est juste, non, même pas. Franchement, c'est juste s'il y a des coupures d'électricité, parce que t'en as fréquemment. Bah, vas-y, si t'as une coupure d'électricité, il est 23 heures, t'es dans la rue le soir, la rue spéciale de la capitale où, ça a fait un petit peu, tu vois. Bon, bah, t'évites d'aller là-bas. Mais il y a pas de danger. Au pire, on va te voler ton téléphone si tu l'as dans la main ou si tu l'as Ok. dans un sac et c'est tout, quoi. Mais Ouais. t'es pas épié par des espions Non, ou autre. après, non, la police, tu vois de la police dehors, et c'est pas genre à tous les coins de rue en mode, par contre, là-bas, c'est très strict niveau règlement. Ça veut dire que les Cubains, tu vas pas les voir se bastonner entre eux, publiquement en tout cas. Tu vas te bastonner, derrière tu fais 4 ans de tôle, juste pour une baston. Tu vois le délire? Donc en fait, par contre, c'est très très comme ça. Donc, pareil pour le vol, quoi. Et je pense pour le vol, tu peux facilement, peut-être facilement retrouver le gars ou Ouais, je pense après si tu le retrouves. Mais par contre, si t'es touriste et que t'as eu quelque chose, tu vois, ouais, tu vas te plaindre aux flics derrière l'autre. Surtout toi qui es touriste et qui rapporte de l'argent au pays. Alors encore plus, ouais, 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 ça, ouais. et les choses à bannir en allant là-bas. Les choses à oublier, tout ce qui À va être bannir plutôt. à bannir, À c'est-à-dire. éviter de faire, je sais pas, Oh, au Brésil, quand tu vas dans une soirée, t'amuses pas à marcher, tu sais, quand tu termines ta soirée, t'amuses pas à marcher dans les alentours, prends ton Uber et rentre chez toi, tu vois. Tu sais, il y a ouais. des, Bah franchement, euh, je te dis, en vrai, à Cuba, tu peux aller en soirée demain, rentrer à 3 heures du matin. En tout cas, après, je parle vraiment de la capitale. Parce qu'après, sur l'extérieur, je suis allée un peu, mais je suis pas restée longtemps haute. Mais à l'extérieur, c'est encore plus campagnard. C'est forcément moins pire. Mais il n'y a pas de, tu sais, t'as pas de danger. Tu peux marcher à 3 heures du matin toute seule dans la rue. Il n'y a pas de danger. Même si tu es une femme toute seule. Euh, je réfléchis, genre, les risques. Vraiment. Comme ça, spontanément, je vois pas de choses où, genre, je te dirais, ouais, ça, c'est chaud, faut pas le faire. Après, voilà, tu vas pas aller, quelqu'un te propose, tu sors, quelqu'un te propose un truc, pour défoncer l'autre, voilà, tu vas pas accepter comme tu le feras en France. Mais sinon, hum, sinon, vraiment, tu peux rentrer, même, j'ai envie de dire, demain, je sais pas, tu voulais rentrer avec un Cubain, même lui, il va pas te faire un truc chelou dans la rue ou autre, comme tu pourrais voir ici. ok. Franchement, Après, en vrai de vrai, même ici, en général, la violence, elle est beaucoup basée sur le fait que la personne, elle veut de l'oseille ou autre. En France, par exemple, tu peux être parisien, je sais pas, un petit blanc et il y a des mecs qui vont te niquer juste parce que t'es une petite victime, tu vois. Ou ouais. tu sembles être une victime, tu vois. Ici, c'est clairement, mec, t'as de l'oseille, on va prendre ton oseille. C'est Clairement, ouais, ouais. Même là, demain, on te prend ton téléphone, c'est parce que t'en as pas, et voilà, il est en galère, et c'est exact. exactement comme ça. Ouais, ouais, ouais. Il y a une intention, en fait, dans le vol ou dans la hagla, comme on dirait, mais il n'y a pas de délire où on va te défoncer pour te défoncer et en pire, tu te donnes ton truc et c'est bon, c'est terminé, quoi. Ouais. Parce qu'en plus, c'est des pays où je trouve il y a énormément de respect. Énormément. Je sais pas si toi, Exact. tu le ressens de ton côté. Si. Il y a, par exemple, ici, t'as Rio, même dans tout le Brésil, des fois, quand tu fixes une personne pendant un certain temps, tu dis bonjour.
En France, je pense pas que ce soit possible. D'ailleurs, c'est tellement longtemps que je suis pas retourné en France. Si je retourne en France, je vais mettre bonjour à tout le monde. Tu vas tomber en dépression, mec. Laisse tomber. C'est Ah ouais, sûr. laisse Ah tomber. ouais, non, le changement, il est, il est fatal. Et tu vois, en plus, je te parle genre des Cubains où tu y allais il y a 20 ans, 30 ans, je pense qu'ils étaient encore plus gais, encore plus joyeux. Parce que là, tu vois, je le vois. Les visages, ils sont marqués, c'est dur. Ils sont tous en survie. Là, c'est même plus t'essayes de vivre, enfin, t'essayes de vivre, justement. C'est vraiment de la survie. Donc, la vie est très compliquée. Ils sont là. Certains, c'est même là. Mais pas cette chaleur humaine qui est dans leur culture et qui est toujours là malgré tout. Et même en n'ayant rien, ils vont t'inviter chez eux. Ils vont te partager leur plat. Alors que ça se trouve, il a pas mangé, tu vois, on est le soir et ça se trouve, il a pas mangé de la journée, tu vois. Mais ça, c'est très Comment ils font pour survivre? C'est quoi? C'est le tourisme? C'est quel combi? principalement tourisme, parce qu'ils ils ont de l'argent beaucoup grâce à ça. Et après, chaque Cubain, tu vois, soit ils ont un taf sur place, parce que c'est très contrôlé aussi par le gouvernement. Genre, ils savent qui fait quoi, tout ça, c'est checké. Mais la plupart, tous, pour ne pas dire tous, t'es obligé limite d'avoir un business au black à côté, en fait. Quand je dis au black, c'est pas forcément mauvais, mais c'est plus, tu prends ton oseille en plus. Sinon, tu peux pas. C'est impossible. Et tu vois, je les trouve très forts là-dessus sur le fait de trouver des idées, de se responsabiliser, d'innover, même dans la façon de, franchement, le gouvernement, ils s'en tapent complet de leur gueule, faut le dire. Et au final, quand ils en parlent, tu sais, ils vont en parler en mode, ils constatent, ouais, vas-y, ils sont comme si avec nous, ils s'en foutent de nous, etc. Ok, ils vont le dire. Mais derrière, c'est pas, ah, qu'est-ce que je vais faire? Ou, tu sais, je m'apitoie sur mon sort. Non, c'est, il y a ça. Bah, je trouve les solutions pour gérer avec ça, en fait. Et, Après, après, t'es obligé. En vrai de vrai, quand t'as pas d'aide ou autre, même ici je le vois, euh, tu peux pleurer, pleurer, pleurer. Mec, c'est où tu crèves, où tu vas, quoi, clairement. c'est ça, t'as pas le choix. Ouais. Par exemple, ici, il y a je vois un grand pourcentage de personnes qui pourraient, par exemple, s'ils seraient en France, mendier, mais en fait, ils trouvent des solutions pour faire de l'oseille. Et t'as beaucoup de pauvreté aussi au Brésil, là, à Si, Rio? si, il y a beaucoup, il y a une, comment dire, il y a une déchirure de classe sociale qui est dingue, quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir un hôtel ultra prestigieux à 150 euros, 200 euros la nuit, qui est juste à côté d'une favela, quoi. Et t'en as beaucoup de ces hôtels prestigieux, t'as beaucoup en... À Rio, ouais, Ah ouais, franchement, à Rio, tout est mélangé, en fait. ah C'est-à-dire que ouais, les pauvres et les riches sont à côté, quoi. ok. Alors que Cuba, tu vois, t'as la place centrale, elle est incroyable. Tout autour, les gros hôtels où tous les touristes vont, et derrière, c'est bon. Bidonville, les streets, c'est bon. Tout autour, ça reste la pauvreté après. C'est vraiment que la place centrale encadrée où c'est... Ah, tu dis, waouh! Mais Il y a derrière, une classe, donc il y a une classe aisée, tout ça, ou comment ça se passe là-bas? les Cubains, t'as soit, on va dire les Cubains pauvres, soit sinon, t'as ceux qui ont réussi à sortir de Cuba qui vont avoir, souvent la plupart ils vont à Miami, tu vois, parce que c'est le chemin le plus court pour couper en passant par la mer. Et du coup, ils développent un business là-bas, et vu qu'ils gagnent de l'euro, tu vois. C'est comme là, tu as des Cubains, ceux qui s'en sortent, bah, par exemple mon coach et d'autres coachs qui étaient sur place, ils gagnent l'argent directement par les touristes. Donc, quand tu leur payes, c'est en euros ou en dollars qu'ils convertissent. Alors que ceux qui travaillent pour l'État, par exemple, tu vas gagner des pesos. Pas, tu vas pas plus haut, quoi. Donc, le bon plan, c'est d'avoir un business qui tourne autour des touristes. Ou tu en as plein qui vont aussi travailler sur le changement de monnaie. Ils vont changer la monnaie, ils vont prendre une part là-dessus, et au final, ça arrondit bien. Et tu peux nous dire justement au niveau de l'entrée au pays, comment ça se passe pour un visa, on peut en rentrer facilement au pays. Ouais, tu prends un visa, je crois que le site c'est Novotel ou un truc comme ça. Si tu as besoin, je pourrais te le filer. T'as juste en fait, tu fais la commande, je crois que c'est 27 euros, c'est vraiment pas cher. Et derrière, c'est juste un petit papier que tu reçois, tu mets ton nom, ton prénom, et quand tu arrives à l'entrée de Cuba, on te le demande, et à la sortie aussi. Et là, quand je devais rentrer, je devais avoir un truc spécial pour le Covid, encore. Un questionnaire, tu sais, à remplir. Normalement, il y a encore un questionnaire spécial à remplir en ligne, et c'est tout. Mais vraiment, Ok. c'est... Ouais. Euh,
Attends, excuse-moi. La chose que je voulais te demander aussi, c'est au niveau du temps pour le visa, c'est combien de temps? Tu peux l'avoir rapidement ou Là, ce soir, je fais ma commande sur Internet. Dans 2 jours, il est chez moi à la maison par courrier, je le reçois, hein. Ok, Ouais. d'accord. T'as pas besoin d'aller voir l'ambassade ou quoi. Vraiment, c'est très, très simple. Après, la seule chose, je le précise quand même pour ceux qui veulent y aller sur une longue durée, c'est que, tu sais, je t'ai dit, tu vas l'avoir pendant 3 mois. Derrière, tu dois renouveler. Pour renouveler, il faut que tu achètes un timbre sur place fiscaux. Sauf que Cuba, c'est la galère. À Cuba, c'est le pays, tu veux faire un truc simple, ça sera forcément compliqué. Et donc moi sur place, j'ai galéré, même avec mon coach et tout, les Cubains de, tu vois, du pays, j'ai galéré pour trouver des timbres fiscaux qui demandaient. Donc c'était sur papier. Après, il y en avait peut-être possibilité par digital, mais ça marchait pas. Si ça, bref, au final, à la fin, je l'ai pas fait le renouvellement. Et à la fin, pour repartir, je suis arrivée, j'ai à l'aéroport et c'est passé parce que je suis tombée sur la bonne personne qui était de bonne humeur et que j'étais française. Donc ça va, France-Cuba, ça va. Et j'ai pu rentrer. Il m'a fait, tu vois, on n'a rien vu et vas-y, rentre. Donc juste attention à ça. Voilà. T'aurais pu aller en prison ou quoi? Franchement, là-bas, tu peux t'attendre à tout, mais tu sais, j'ai fini à la police à un moment donné parce que je cherchais justement à récupérer un timbre, et donc je suis allée à une ambassade. Au final, je me suis fait recaler parce que je sortais de l'entraînement, j'étais habillée en tenue de sport, donc je pouvais pas rentrer. Ok. Derrière, ça, tu vois, ça par contre, c'est des trucs très, tu vois, très comme ça. Carré, quoi. Et au final, après, ils m'ont dit d'aller chez la police pour expliquer ma situation. Et donc, la nana de la police, après, m'a dit, écoutez, vous allez prendre votre vol, vous y allez comme ça, je vous donne ça. Et je pense que c'est ça qui a fait un petit peu mieux passer le soir même. Mais le gars était cool, hein, parce que tu vois, au moment où j'ai pris mon vol, ça a switché. Ceux qui travaillaient là, ils ont switché. Et moi, le temps que je passe, dès que je fasse l'enregistrement, il y a eu 1 heure et demie qui s'est écoulée. Et derrière, en retournant les voir, fallait que je recheck. Ils avaient changé. Ah, la nana, c'est direct. Ok, on va observer votre situation. J'ai dit, mais j'ai vu votre collègue juste avant et tout. Ah non, 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 ils ont tout refait de A à Z et ils ont appelé l'ancien collègue pour confirmer et tout. Tu vois, là-dessus, par contre, c'est très, très sérieux. Ouais. Ouais. Et en termes durant ces 6 mois, en termes de journée, comment ça se passait? Tu t'entraînais tout le temps? Tu Ouais, t'entraînais matin, après-midi? Comment ça se passait? ouais, c'était vraiment ça. Journée typique, c'était je me réveille le matin, 7h30, 9h, entraînement. Et en fait, au début, les entraînements étaient longs parce que moi, j'y allais en mode, tu sais, je voulais me préparer aussi pour faire les championnats de France en fin d'année. En mode, faut que je revienne en France et que j'essaye de faire quelque chose. Et du coup, au début, les entraînements étaient très longs le matin. Genre, c'était 9h, je pouvais m'entraîner jusqu'à midi, tu vois, long en durée. Et après, je rentrais, le temps de faire à manger. Si tu avais la chance de faire une lessive ou autre, ou une petite sieste, tu allais faire une sieste, des fois, c'était obligatoire. Et après, allez, 17h, je me rentraînais. Quand il commençait à faire très chaud, c'était un peu plus tard, 18-19 heures. Et voilà, mais la journée, elle passe très vite parce qu'il faut savoir qu'à Cuba, quand tu cuisines, tu mets du temps. Quand tu fais ta machine, c'est long. Quand tu as de l'eau, tu as de la chance. Sinon, il faut que tu ailles chercher de l'eau ou autre. En fait, tu as énormément de contraintes au quotidien qui font que tu vas pas faire énormément de choses dans ta journée parce que les petites choses, elles t'ont demandé beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Et Ok, physique, on n'imagine pas le confort qu'on a, quoi. Le confort qu'une fois. aucun confort. C'est pour ça, tu vois, je te disais, j'étais contente d'avoir vécu cette expérience vraiment comme une cubaine, parce que je dormais, mon appart, c'était vraiment. Regarde, je vais te montrer cliché, mais je suis arrivée, j'avais ramené 2 draps pour les lits. Il y en avait un déjà dans l'appart. Moi, chez moi, toutes les semaines, je change mes draps. Donc là, vas-y, les 2 premières semaines. La première semaine, je change, réflexe. La deuxième semaine, je change. Mais la troisième semaine, ben, j'ai pas changé parce que là, j'ai compris que déjà, pour faire mes machines d'affaires d'entraînement, c'était pas possible. Je pouvais pas les faire comme je voulais. Déjà, me doucher. Tu vois, je me douchais le matin et je me douchais pas après mon entraînement. Là, t'es là en France, tu te douches, tu récupères, tu te rentraînes le soir. Non, tu restes crade toute la journée et tu te réentraînes le soir. Et des fois, tu gardes les mêmes habits parce que t'as pas assis ça. Bref, c'est plein de choses inconfortables qui le sont énormément au début. Et en fait, tu t'habitues au fur et à mesure parce que tu n'as pas le choix. C'est comme ça. La vie, et la vie à Cuba est comme ça. Il y a pas d'eau, il y a pas d'eau courante. Comment ça se passe à ce niveau-là? En fait, à l'appartement, tu avais 2 systèmes. Soit tu avais l'eau de la rue, c'est-à-dire que c'est la rue qui alimente le robinet, ou soit tu as l'eau de ton bidonville, Ah, de ton bidon.
bidonville. Il y a ça aussi au Brésil. Tu vois, ouais, les gros bidons bleus là. Je sais pas si on Ouais, appelle ça. ouais. Dans les favelas, il y a beaucoup ça aussi. Donc ta préoccupation de la journée, c'est que dès que l'eau de la rue arrive, on remplit le Remplir. bidon au max et t'en profites pour prendre ta douche. Mais des fois, l'eau de la rue, elle arrive souvent entre 13 et 15 heures. Mais des fois, elle arrive pas. Ou des fois, elle arrive à une autre heure. Puis t'étais pas là parce que tu t'entraînais. Donc t'as pas pu récupérer d'eau. Donc du coup, tu vois, tous ces calculs, c'est ouf. Alors qu'ici, tu penses pas à ça. Ou même de te dire, tu vois, une fois, j'ai fini une journée, le soir, à 22 heures, je venais de finir ma bouteille d'eau. Parce qu'au début, je buvais aux bouteilles. Parce que l'eau là-bas, elle est pas enfin, tu peux pas la boire comme ça quand t'es étranger. Et le lendemain, pénurie d'eau dans tout le centre. Et j'étais au centre-ville, genre comme si je suis à Paris, je suis vraiment dans le centre-ville de Paris, tu vois. Plus d'eau, impossible d'en trouver. Ben, j'ai été m'entraîner et j'ai pu boire qu'à 13 heures derrière. Après m'être entraîné, j'avais pas bu le matin. Tu fais un entraînement 3 heures sous le soleil, t'es au bout de ta vie. Et derrière, faut encore marcher et trouver de l'eau. Enfin bref, tu vois le truc, genre, wow. Et t'as pas le choix. J'avais une discussion avec une Brésilienne, il fut un temps, je chantais avec elle et il y avait un conflit avec par rapport au Covid. Et moi, de base, je suis vraiment, je pourrais même pas parler mon avis par rapport aux choses, mais j'avais une discussion avec elle qui a été très intéressante. Ça m'a permis de un peu calmer ma façon de penser. En fait, elle disait que vous, les Français, vous étiez des putains d'enfants gâtés et que nous, on ne pouvait pas se permettre d'avoir ce jugement-là où, parce que nous, on a, comme dire, on a, c'est assurance maladie ou autre. Et elle disait que clairement, si elle avait cette maladie, ok, peut-être ça lui faisait mal, rien du tout, mais si elle devait contaminer un de ses autres parents, et ben ce dernier ne pourrait pas travailler, n'aurait pas la possibilité d'avoir des allocations ou autres. Et en Ouais. gros, elle avait sorti ce délire, elle faisait des putains d'enfants gâtés. Et en vrai, de vrai, elle avait pas tort. Et c'est vrai que c'est très intéressant de parfois partir voir d'autres façons de vivre. On se rend compte qu'on a vraiment beaucoup de chance, quoi. Énormément, énormément. Et tu vois, pour moi, c'est même, on a trop de confort. Trop. C'est, tu deviens assisté, tu En, vois. en, C'est, en vrai, c'est un peu la similitude entre le chien et le loup, quoi. On commence, tu sais, le fait d'avoir beaucoup comme dire, d'aide ou autre, ça t'amène à être un petit chien, quoi. c'est ça. C'est exactement ça. Parce que là-bas, mais même chez toi, je pense que tu le vois. Elle, les petites 5 ans, 8 ans, des bonhommes, des bonhommes. Et même, tu sais, dans l'entretien, les gars de 50 ans là-bas, mais ils font 25 ans. C'est incroyable. Ils sont tous secs, musclés, mais tous, les papis, ils sont tous en shape. C'est un délire. J'étais dans un immeuble de 4 étages. Un étage, c'est 3 rangs d'escalier de fou. Et une mamie de 80 ans en Cannes, elle est montée tous les jours. Et, et même en rentrant, tu sais, je chantais mon corps, genre, il a besoin de faire des choses. Genre, tu sais, je chantais l'énergie. Mon premier footing, j'aurais pu courir 5 heures d'affilée. Et besoin de bouger, de faire, tellement t'es jamais à l'arrêt. Et ça, je trouve que c'est nice en vrai. C'est nice. J'irais peut-être faire un tour à Cuba, histoire Ah, tu de fais un donner petit un coup coup de salsa. de motivation, quoi. Tu vas kiffer les cubaines, elles vont t'emmener, tac, tac, tac. Non, par contre, là-bas, le pays de la danse, hein. T'es obligé. T'aimes pas la danse, tu vas là-bas, t'es obligé d'aimer. C'est obligatoire. La salsa, la salsa, Salsa, reggaeton. Énormément les ok, deux. Ouais. ok. Et au niveau des entraînements, comment ça se passe? Il y a des choses qui te percutent par rapport à ici, par rapport à la temps, je veux dire. Ouais. Ce que j'aime beaucoup déjà, en fait, là-bas, c'est très technique. Déjà, c'est technique, perfection. Tu répètes. Tous les jours. La même chose. T'es là, en ligne. Attitude, jab, pom, pom. Précision, comme ça, au millimètre près, tu vois. Très, très posé là-dessus. Et après, beaucoup de travail à thème. Et ce qui m'a agréablement surpris, c'est que on travaille énormément en travail à thème, tu vois, mais 50%. Donc, c'est plus sur de la touche, on va dire. Et c'est toujours des thèmes très simples. Tu sais, ce que je trouve dans la boxe cubaine, c'est que c'est simple et efficace. Tu regardes les Cubains boxer, ça bouge beaucoup, ok, ils ont un beau jeu de jambes, mais ce qu'ils font, c'est propre. Il n'y a pas 15 000 trucs.
plein de déchets, boum, boum, t'es tout de suite sanctionné. Et là, en fait, tu vois, par exemple, un thème simple. T'allais travailler le jab. Ton opposant, il t'envoie un jab. Toi, tu dois l'esquiver qu'avec le moyen de défense des bras. Il t'en envoie trois, tu switches de rôle. Mais t'es en situation. Puis plus t'es à l'aise, plus tu mets du rythme dans ton jab, de l'incertitude. Après, même chose, le même thème, sauf que cette fois, c'est pas les bras, c'est que la défense du buste. T'as pas le droit de défendre autrement. Ok. Pareil, ensuite, mais que les jambes. Tu défends qu'avec les jambes. Pas le droit de bloquer ou autre. Il faut voir arriver le coup. Et tu répètes, tu répètes. Donc, tu vois, tu prends un thème comme ça, c'est bidon. Mais ça, on le faisait tous les jours quasiment. Et même, tu vois, moi, par exemple, on peut dire, je débutais. Même des Cubains qui étaient en team Havana, qui étaient en team, tu sais, qui ont fait comme l'INSEP, mais à Cuba, ils font ça. Et la différence entre les enfants ou les débutants et ceux qui ont vraiment l'habitude, c'est simplement qu'après, par la suite, les thèmes sont un petit peu plus libres. Ça va être, par exemple, OK, là, tu donnes un, deux, tu contre-attaques avec trois coups, libre, par exemple. Tu vois? On va un petit peu moins cadrer le moyen de défense ou le moyen de remiser. On laisse un peu plus de créativité, de liberté. Mais ils ont déjà maîtrisé, ils maîtrisent les bases, les fondamentaux à la perfection. Vraiment. Et le fait qu'ils savent danser, ça les aide énormément. Ça, Ok. c'est ça. Ouais. T'as pu faire de la danse un peu. T'es obligé. T'es dit, même si t'aimes pas, même si t'es obligé. Tu kiffes le mood. C'est une vraie vibe, en fait, là-bas. Un Ok. peu, je pense, Ouais, à c'est Rio. le côté danse, ouais. De toute façon, se briser, c'est comme ça aussi. Ouais, t'as ce côté, c'est festif, c'est joyeux, t'as la musique partout. Il y a pas de calme là-bas. C'est toujours du son. Des fois, 3 heures du matin, l'autre, ton voisin, il fait la fiesta chez lui. On est mardi soir. Tu sais même pas d'où ça vient, mais tous les soirs, tu vois, c'est comme ça. Je sais pas, c'est vraiment culturel, hein. Non, Et je vois le truc. tu vois, ça met une bonne vibes. Ouais. Exact. Donc ouais, tu mets en avant le fait que les boxeurs travaillent beaucoup les bases, quoi. Les bases et Les fondations, quoi. c'est comme je te disais, très simple, efficace. Simplicité, efficacité. Mais c'est vrai que moi, tu sais, je diffuse des vidéos de boxe pendant un bon bout de temps et c'est vrai que les gens ont beaucoup tendance à rendre le mot base très péjoratif. Mais au bout du compte, quand on s'aperçoit que en fait un boxeur, ce qu'il fait, c'est juste empiler plusieurs bases ensemble et t'as pas besoin de faire des trucs, c'est d'apprendre parfois des trucs de ouf. En Ouais. fait, parfois c'est juste le fait d'empiler plusieurs choses qui te font que c'est beau, quoi. C'est ça. Et puis tu peux voir un très bon boxeur, il va être super fort dans son jab cross et tu sais, il va pas faire autre chose. Mais son jab cross, il sait quand le mettre, il sait comment te le mettre et il coupe pas et il va gagner avec ça. Et c'est pour ça, tu vois, peut-être que je suis plus sensible à ça parce que vu que j'ai commencé tard, je sais que j'ai pas le temps de tout apprendre. Donc en fait, tu veux viser efficacité tout de suite. Et là-bas, ils sont hyper focus sur la coordination. Faut que tu coordonnes ton bas du corps et ton haut du corps. Mais ça, tu t'en bouffes. euh, Tu peux pas, tu boxes pas, tu maîtrises pas ta coordination. Et tu répètes, tu répètes, tu répètes. Et le physique aussi. Tu travailles beaucoup le cardio. Énormément. Des footings, tout ça, des jours, t'es carrément dans le surentraînement, genre, full. Ok. Et après, moi, je vois je sais pas si tu t'adresses un peu le côté mexicain, je vois vraiment une différence entre les deux. Comment tu vois la chose? Bah, à mes yeux, mexicain, c'est plus, dans la force, tu sais, les coups en crochet, uppercut, t'avances, tu mets la pression. Alors que la et je dis pas que c'est pas bien, hein, mais la boxe cubaine, tu vois, à l'inverse, c'est plus, être dans la contre-attaque. Faire attaquer Ok. l'adversaire pour contrer. Et beaucoup, après, avec le jeu de jambes et les esquives, tu vois, ils sont très à l'aise là-dessus, très à l'aise avec le corps. Donc, c'est tout de suite plus... C'est un peu de l'art, on va dire, quand tu les vois boxer. Mais les Mexicains, je les trouve efficaces aussi, hein. Leur Ah, style de... après, peut-être que je me trompe, mais je trouve que les Cubains sont, tu sais, peut-être le Mexicain, il est un peu plus assis avec ses genoux au niveau du sol pour vraiment ancrer et pouvoir frapper. Et le Cubain, lui, va plus être, c'est un peu comme un aigle et va plus Ouais, chercher à... Est-ce que ouais, tu le parce que, ressens dans l'entraînement, euh, dans l'attitude? en fait, ils vont quand même accentuer le fait de puncher, plus que ce que j'aurais pensé. Parce que tu sais, des fois, quand tu vois en vidéo,
Puis moi, t'as vu, je t'ai dit, je suis pas une grande connaisseuse de base avant. Donc, il y a 2 ans en arrière, j'avais pas beaucoup de vécu. Et tu sais, je voyais des vidéos, des fois, et tu dis, ah ouais, ok, ça peut être, je vais pas fou. Et en fait, ils sont quand même sur sa puissance, être bien sur tes jambes, mais pas ancré au sol comme les Mexicains où, tu vois, ils vont le faire quand ils sont au corps à corps, où là, c'est vraiment déposé. Sinon, ils vont beaucoup privilégier la boxe à distance. T'as Ok. beaucoup là. C'est rare de voir un Cubain qui va être que sur de la mi-distance, qui va kiffer faire que ça. Au final, il sait faire autre chose, il a sa palette. Et tu les regardes tous boxer, tu vas à l'INSEP dans le centre, là, quand j'y allais, tu sais, tu vas aller en France, t'en as quelques-uns qui sortent du lot. Tu sais, ils vont avoir leur style, c'est différent. Là-bas, tu vas là-bas, c'est les mêmes. En fait, ils ont tous leur personnalité, mais c'est le même style de boxe. Donc, même le plus nul, tu le vois pas. Tu sais, il y a pas de, t'en as qui vont te sauter aux yeux, mais c'est le même style. Ça m'avait interpellé aussi. Ouais, il n'y a pas de délire où on cherche à ce que. Après, tu veux me dire que même la boxe en elle-même, elle est assez créative, quoi. Donc, après, peut-être que c'est peut-être le côté, peut-être le truc qui amène à ce qu'ils ont plus la même boxe, c'est peut-être le fait qu'il n'y a pas la boxe pro qui les amène pas à avoir ce côté, tu sais, très puncher, percutant, quoi. Peut-être il y a ça C'est qui pas au joue. Mexique. Ouais, franchement, peut-être parce que du coup, ils peuvent pas le faire à Cuba. Et ils ont vraiment aussi tous la même école. Tous les coachs, tu sais, ils vont dans le même sens. Alors que ici, par exemple, tu vois, t'en as, ils vont plus kiffer ça, d'autres plus ça ou autre. Tu vois, chacun un petit peu sa personnalité par rapport à ça. Mais Cuba, tu parles à n'importe quel coach. Tu sais, en gros, je généralise un peu, mais ils vont tous kiffer la même chose et tous enseigner la même façon de faire. Ok. Et tu fais dans quel club là-bas? J'étais à La Havana, j'étais à Rafael Trero, je m'entraînais beaucoup là-bas. Après, tu sais, c'est pas en mode club, mais c'était Alcala qui me coachait. Et mais c'était à Rafael Trero, le gymnase Très réputé. connu, ouais. Ouais. En fait, on a deux. T'as Rafael Trero et juste à côté, t'as la salle annexe, tu vois. C'est une belle salle aussi. Elle est plus grande. T'avais beaucoup de sacs de frappe. Enfin, beaucoup. T'avais 4-5 frappes sacs de frappe sur cette salle. Après, tu connais, des fois, il y a des petites embrouilles entre machin et donc Ok. on jonglait entre les deux. À la fin, Donc, j'ai fini. donc là-bas, faut pas s'attendre à voir des multitudes de clubs, quoi. Il y a deux, trois clubs, quoi. Non, après, là, c'était sur la Havane, tu vois, vraiment au centre. Après, si tu bouges, t'as d'autres clubs de boxe, hein. Mais localisé sur la capitale, ouais, on va dire, c'est les deux plus populaires. Même demain, en vrai, t'es touriste et tu veux boxer, je te recommande d'aller là-bas. Tu vois, tu découvres en plus la salle Raphaël Trero, c'est la salle emblématique. Tu vas croiser, les jeunes s'entraînent là-bas, tout ça. Même la team Havana, tu vois, c'est du beau monde. Tu vas croiser plus de choses. T'es dans les rues de la Havane, c'est beau. Ouais, franchement, la capitale, elle est agréable. T'as pas bougé dans d'autres coins? Moi, je suis allée à Vignales à côté. C'est trop beau. C'est très campagnard, mais des paysages de fou. Après, sinon, j'ai pas bougé plus que ça. Parce que tu vois, j'étais vraiment en mode, on s'entraînait tout le temps, tout le temps. Et dès que tu veux bouger, tu vas mettre facile 3-4 heures en taxi, etc. C'est un petit peu plus loin. Donc, j'ai pas pris le temps de faire ça, on va dire. Ouais, Ok. Et comment dire, quand t'arrives là-bas, par exemple, en tant que gringo, est-ce que, comment dire, les boxeurs, ils te voient, tu sais, de toute façon, en France, c'est ça, quand tu vas dans un autre club opposé, tu sais, on a tous envie de te croquer, te bouffer. Est-ce que là, ouais. cette attitude, il y a un truc de partage plutôt? Euh, dans le club, quand tu t'entraînes, il y a l'attitude de partage. Tu vois, on s'élève tous ensemble. Après, quand tu fights, parce que j'ai eu l'opportunité de faire 2 combats sur place. Là, t'es étrangère. T'es étrangère et j'ai montré que je suis chez moi. Par contre, si tu montres, si les gens ils kiffent ta boxe, t'es respecté. Tu Ouais, gagnes je veux leur dire. et franchement, et c'est ce qui s'est passé. Franchement, c'est là-dessus très très comme ça, le climat. Vraiment la classe. Ouais. Donc, t'as fait le combat officiel ou le combat Non, officiel, j'ai pu en faire 2. Et c'est ça qui m'a permis, tu vois, après de un peu plus m'entraîner. Genre tous les vendredis, j'allais à la salle, à leur salle là, façon INSEP, rejoindre les filles pour faire sparring avec eux. Parce que tu vois, eux, ça leur arrangeait que je sois là aussi. Et j'ai beaucoup sparé avec leurs 66 kilos, 60, 57, leurs 72 aussi une fois, tu vois. Et c'est marrant parce que là, tu vois, elles sont venues en France en début d'année.
pour faire une rencontre France-Cuba. Et voilà, et c'est des nanas, franchement, pareil, elles ont commencé il y a pas longtemps. C'est toutes des anciennes sportives de haut niveau, tu vois, taekwondo, judo ou autre. Elles étaient toutes dans un sport de combat avant. Mais c'est chouette. Ok, et elles sont parvenues comment dire, par rapport au niveau français, elles sont parvenues à s'ajuster au niveau français ou même au niveau masculin, comment... Ouais, et ben, ça dépendait certaines, tu vois. 66 kilos, 75, c'était pas mal. Et celle de 57, c'était, je sais plus comment elle s'appelle, la française, mais bref, une petite qui met beaucoup de pression, c'était plus compliqué. Mais tu vois, en fait, tu vois qu'elles ont le style cubain, mais que elles sont récentes dans le sport. Donc même si elles s'entraînent depuis 3 4 ans, tu sais, elles ont pas l'habitude du ring. Donc c'est un petit peu moins souple, moins fluide. Mais par contre, t'en as une, c'était la 70 kilos là, c'est petite taureau. Mais elle a un cardio de fou et elle y va. Elle t'envoie gauche, droite, tu peux lui mettre des coups, elle s'en fout, elle y va. Elle t'assassine, elle t'assassine. Et elle pose problème au final. Parce que tu vois, c'est pas une boxe typique. Et c'est la seule, tu sais, qui a pas un style cubain, on va dire. Et elle pose problème. Et là, sur la qualif pour les Jeux Olympiques, le dernier qu'elle a fait, c'était en mars à Milan, là, en Italie. Franchement, je la vois pas perdre, hein. Et je suis pas la seule à avoir cet avis. Enfin, tu vois, il y en a plusieurs qui le disaient sur ceux qui étaient sur place. Mais la défaite, elle a été dure. Et pourtant, on est à un niveau international. Donc, comme quoi, ça se joue sur le ring à la fin. Hmm. Et comment tu vois justement pour les JO, l'équipe de France? Moi, je te cache pas que j'entends pas trop parler de via les médias ou autres. Je sais pas si t'es un peu plus au courant, mais comment tu vois les JO en termes de Là, tu as déjà pas mal de Français qualifiés. Et là, ils vont commencer là, le prochain tournoi je qualificatif. crois bien qu'il y en a 5 qui sont en cours d'être qualifiés, quoi. Là, t'en as 5, ouais. T'as 3 garçons et 2 filles. Et en plus, chez les filles, t'as Romane et Émilie. C'est du 54 kilos, 66 kilos. Je pense qu'elles peuvent vraiment gagner leur Ok, place. il y a une boxeuse qui est dans l'équipe de Medine. Je sais pas si elle a été qualifiée. Qui ça? Dans l'équipe de Medine? Tu vois, ce qu'est le rappeur Medine? Il a son père a un club. Ok. Donc Ok. Panique. Je crois bien que le nom, il commence par un Z, cette fille. Et elle cherche à se qualifier pour les Jeux? Je sais pas si elle est qualifiée parce que tu me dis qu'il y a que 2 filles qui sont qualifiées. Non. Non. Là, qui cherche la qualification. Parce que sinon, bah, Estelle Mossili est qualifiée. T'as Wassila en moins de 50 kilos. Ah non, c'est pas elle. Non, c'est pas ça. Après, t'as Amina Zidani en C'est 57. elle. Ok, elle est qualifiée, elle. Elle Ok. est qualifiée. Dès le premier tournoi, elle s'est qualifiée. Ok, donc là, tu dis qu'en fait, il y a 5 qui sont en cours d'être qualifiés, quoi. En gros, là, c'est le dernier tournoi qualificatif pour pouvoir avoir une chance d'aller au jeu. Et t'en as 5 Français qui essayent encore de gagner leur place. Mais il y a combien de Français là qui sont qualifiés là? Bah, là, du coup, chez les filles, t'as donc Wassila en 50, t'as Amina en 57, Estelle en 60 et Davina en 75. Je crois que j'ai pas oublié, ça doit faire 4. Et chez les garçons, Il y a certainement Sofiane. là, en 57, Samuel, il essaye de se qualifier là. T'as Bilal, je crois qu'il a sa qualif en 51, il me semble, si je te dis pas de bêtises. Il y a un certain Soued. Ouais, Abdou, il est qualifié aussi. Lui, là. Sweb, il est en cours. Là, il va essayer de décrocher le ticket. Là, t'as Sweb, César Yoselin. Je sais pas si je prononce bien son prénom, mais le jeune, là, lui aussi, et Samuel, je crois. Je crois que c'est le premier qui commence d'ailleurs, ouais. Ils sont cinq. ok. Et comment tu vois les choses? Tu vois la France faire une remontada comme les derniers jours ou je me rappelle plus c'était les derniers d'ailleurs. Bah, là, déjà, franchement, non, franchement, c'est des bons boxeurs. Moi, en tout cas, j'aime bien. Donc, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des bons résultats. En plus, t'es à la maison. Je pense que le côté, tu sais, pression d'être chez toi, il peut vite se transformer en positif parce que ça reste les JO, c'est un truc de fou et chaque athlète vit pour ça, tu vois. En tout cas, c'est vraiment quelque chose, c'est un goal. Et ouais, franchement, je pense qu'il y a moyen il y a moyen de faire une perf. Et en plus, vu que les derniers JO, on a été pas top top,
logiquement, tu sais, c'est souvent ça. Si t'es pas top, après ça redevient bien, tu vois. Donc écoute, je nous souhaite plein de victoires. On verra ce que ça donne. En tout cas, je pense qu'il y aura des beaux combats. Ouais. Ok. Et en termes de Cubains, tu as pu t'entraîner avec certains Cubains qui feront justement les JO. Les JO, non. Ceux qui sont en qualif, non. Après, j'ai pu m'entraîner avec les gars qui étaient avant, on va dire, à Nickel, tu vois. Et qui sont de la team Havana de la capitale, parce que des fois, ils venaient dans notre club, tu vois. Et ce que j'aime bien, c'est que, tu sais, ils sont là, ils vont faire en sorte de te faire progresser. Et vu que je t'ai dit, on fait beaucoup de choses sur la touche, tu sais, du coup, t'as pas l'appréhension du coup. Puis même un garçon va quand même avoir plus de vitesse que toi, et du coup, tu arrives quand même à t'exprimer, à faire des choses, malgré que tu sois en opposition avec un gars. Et ça, c'est super top pour progresser plus rapidement, je trouve. Donc, ouais, donc les personnes qui sont dans l'équipe de Cuba, c'est pas forcément facile de les côtoyer. Parce que on peut croire qu'ils sont pas dans différents clubs ou autres. Mais non, c'est vraiment. Ouais, en fait, eux, en fait, à Cuba, il y a des choses, c'est compliqué. Genre là, eux, ils sortaient un peu de l'INSEP avant, tu vois, on va dire que c'est passé, tournent de temps en temps pour faire du sparring, faire progresser, etc. Et à côté de ça, ils naviguaient dans des salles sur la Havane parce que il y avait les gars qui géraient, on va dire, l'INSEP là-bas. Ils avaient encore leur passeport, ils les tenaient un peu par rapport à ça. Tu sais, je te dis, c'est très, il y a des choses, c'est un peu comme ça. Et donc là, tu vois, c'est pour ça ils n'étaient pas dans un lieu fixe. Ils venaient pas toujours à un rappel très haut à cause de ça. Donc c'est pas partout, c'est pas tout le temps, mais voilà. Même là, demain, un Cubain qui va gagner, par exemple, les championnats du monde. Tu prends un billet quand tu gagnes les championnats du monde. Je crois que c'est 200 000 maintenant chez les gars. 200 000 euros. C'est monté à 200 000. Je crois que c'était 100 000 avant et ils ont gratifié, tu vois, le truc et maintenant t'es à 200 000. Le gars, quand il rentre, ou même les JO, tu prends un billet, tu rentres, l'argent, tu vas pas le voir, tu vas pas le voir. Il va dans le gouvernement et le gouvernement va peut-être, si tu as de la chance, te verser un petit billet, un petit truc tous les mois ou quoi, mais minime. Tu vas pas prendre ton argent, tout ce que tu as gagné, tu l'auras pas. Tu l'auras En pas. gros, ouais, le fait de garder leur passeport, c'est éviter qu'ils se barrent, quoi. Ouais, c'est les tenir. C'est pour ça que tu vois, parce que là, concrètement, tout le monde cherche à partir de Cuba. Mais vraiment, c'est un fait très, très, très fort. Et là, de plus en plus. Après le Covid, je t'ai dit, ça s'est dégradé vraiment extrêmement. Et t'en as plein sur les compétitions. Si tu portes attention, tous les sports, tu regardes les Cubains, t'en as plein qui vont aller faire un championnat ou autre et ils repartent pas. Ils prennent pas le billet de retour, ils restent sur place. Un autre coach à récupérer ou autre. C'est le moyen un petit peu pour. Mais je comprends pas. Euh, Pourquoi les autres y reviennent? Et je sais pas, c'est-à-dire qu'ils de base, ils partent tout seuls. Non, ils partent en team. Ils partent en team, tu vois. Mais t'en as ceux qui reviennent en fait, c'est ceux qui regarde. Je te prends une situation, t'en as un, il boxe, mais derrière il a sa femme et son enfant sur place. Ah, exact. Il va peut-être pas rester tout de suite. Peut-être que tu vois, c'est une décision dure à prendre, très très dure, parce que il sait que quand tu sors comme ça, Tu peux lui t'es revenir. à capter. Donc t'en as qui vont le faire parce qu'ils sont seuls, voilà. T'en as qui vont le faire même s'ils auront leur famille, parce qu'ils savent que derrière avec le temps, d'ici 4, 5, 6 ans, peut-être, tu vois, il y aura une chance. Parce que pour eux, sortir, c'est vraiment le moyen de plus survivre, mais vivre. Et d'un point de vue officiel, ils peuvent pas sortir du pays. Ils ont quoi, 10 pays sur la liste autorisés, les trous du sac du monde, tu vois. Donc, Après ce qu'on dit là, je sais pas si, comment dire, quand tu diffuses ça et après, c'est on de va savoir que, il y a peut-être moyen, hein. ah, ouais, On le dit pas en espagnol déjà, heureusement, mais c'est vrai. grave. Mais je vois le délire. Mais par contre, Rigondo, Guillermo Rigondo, pourtant, lui, il est revenu au pays, lui. Après, est-ce que j'ai pas suivi sa situation de près, mais tu sais, il est pro du co-state. Est-ce qu'il a pas été nationalisé derrière ou autre? Mais si, les Cubains, quand tu vas au State, je crois qu'ils... Attends, il y a un truc comme ça, je veux pas te dire de bêtises, mais quand t'es cubain et que tu vas aux États-Unis, il y a quelque chose où tu peux avoir, je sais pas, je pense pas que ça soit la nationalité, mais c'est plutôt un titre de séjour que tu Non, peux non, parce que lui, il est retourné. Je crois qu'il est retourné à Cuba.
Mais justement, un titre de séjour qui te permettrait, tu sais, de revenir en règle. Et ça, je me demande pas si c'était avant, quand ils s'entendaient bien avec les États-Unis. Et c'est pour ça que beaucoup de Cubains partaient à Miami d'autant plus. Mais maintenant, je crois que c'est plus possible, du coup, vu que c'est un peu chaud. Mais Ok, avant, parce que il y avait je voulais m'intéresser un peu plus à l'histoire de Cuba, tu vois, mieux comprendre. Et t'as une série sur Netflix qui l'explique. Et il me semble de mémoire que c'est ce qu'il disait, qu'avant, tu pouvais obtenir un titre de séjour plus facilement ok, sur ok, place. ok, ok, Donc c'est peut-être ok. ça. Parce que là, tu vois, regarde, Eltren Ramirez. Je sais pas si tu vois. Pareil, il est au State. Un jeune Cubain, il avait fait les JO Non, je vois pas. ou autre. Bref, il est surnommé Eltren. Et c'est Ramirez, son nom. Lui, il est parti là-bas. Carrément, il a fait un fight aux États-Unis. Il n'avait pas le droit d'avoir le drapeau de Cuba pendant le fight pour son entrée. Et c'est pas peut-être que les States avaient interdit, mais c'est Cuba qui avait dit, enfin non, c'est pas possible, tu vois. Donc carrément, Gardien du pays, quoi. toi, t'as l'impression que c'est ton pays contre toi. Et lui, je crois qu'il peut pas revenir comme ça, par exemple. Ok, ouais, intéressant. T'as pu Mm. voir des boxeurs, je sais pas, Rigondo ou autre, tu t'as pu voir des boxeurs connus en marchant à Cuba? Lui, non. Et j'ai loupé, je sais, la Cruz, je l'ai loupé de pas beaucoup, genre de 2 mois, parce qu'après, il y avait un camp l'été et il est venu. Après, j'ai pu voir un gars qui a fait une participation au jeu et je sais plus s'il avait fait les championnats du monde aussi. C'est Emilio, je sais plus son nom de famille. Et je crois qu'il était parti vers le Mexique à un moment donné, pas longtemps après. Lui, j'ai pu le voir. Et un autre qui avait fait aussi pareil les championnats nationaux et un championnat extérieur, genre championnat, je crois que ça va être championnat du monde aussi parce que de toute façon, et les Panaméricains aussi chez eux, un peu comme les championnats d'Europe chez nous. J'en ai vu aller 3-4 comme ça. Mais gros champion olympique, grosse médaille, pas forcément, non. Non, non. Mais Ok, pour eux, ok. là-bas, pour eux, le championnat national, c'est le plus dur. Genre pour eux, les JO, je peux pas dire Ouais, c'est c'est une continuité, quoi. vas-y. C'est le championnat national qui redoute le plus. Pour eux, un championnat national, c'est plus important qu'un championnat du monde, presque. On va dire que c'est le côté très, très, très patriotique, quoi. Peut-être parce Aussi. que le niveau est dur. C'est dur. Et c'est ça qui fait la diff aussi, c'est qu'ils sont tous bons. Donc, t'es obligé de te tirer vers le haut. Ouais. Je vois. Le même style. Euh, Ça fait 40 en- minutes. ouais, non. Comment dire, bah, toi, tu me dis que tu es entraîneuse à Lille, où on peut te trouver, justement. À Lille, sur Instagram. Peut-être ton Instagram, justement, ici. Je sais pas si tu as l'occasion de proposer comment dire, des cours privés ou autre. Comment ça se passe en termes général? Tu t'entraînes uniquement avec l'Apollo Creed ou l'Apollo, je sais pas pourquoi je dis l'Apollo Creed, c'est Apollo. Et ça fait le parallèle. Non, là, je suis à Apollo. OK? Je donne des cours, donc, à la salle là-bas sur place, à Lille. Après, je peux faire des cours en privé aussi. La seule chose, c'est que vu que moi, j'habite à côté d'Hénin-Beaumont, c'est un petit peu plus paumé, tu vois. Et vu que je viens d'arriver là depuis quelques mois, en gros, je me remets, tu vois, professionnellement parlant. Et du coup, c'est pour ça, je fais pas forcément une grosse com ou autre sur les coachings privés. C'est plus du bouche à oreille. Ceux qui sont sur place, tu vois, que je vais rencontrer ou autre. Et après, à Apollo, tu vas à la salle, tu t'inscris, y a pas de souci. Mais sinon, je gère tout sur mon Instagram. Tu m'écris en privé ou autre et je m'arrange directement. J'ai pas une page encore officiellement sortie. Ça va arriver, c'est dans les projets. Toi, t'es où de base? De base, moi, je suis de Poitiers à la base. Ok. Ah, Euh, c'est tout en bas, ça. un peu plus en bas, mais en gros, entre Bordeaux et Nantes. Ok. En Ok, gros, ouais. ok. Ouais, ouais. Et donc, ouais, de toute façon, je mettrai tes réseaux, de toute façon, les gens verront C'est là-bas, gentil. quoi. Et je sais pas si t'as un dernier mot. Bah non, au plaisir. On fera un stage à Cuba, hein. Franchement, il y a moyen. Déjà, pour les personnes qui nous écoutent, il y a une possibilité. Bon, j'ai déjà pris mon billet pour partir justement au Mexique, dans la ville de Canelo. Et pourquoi pas faire un camp à Cuba, voir. On pourra en parler après. En tout cas, apprendre la boxe en voyageant,
C'est top. C'est top. Mais déjà, tout ce que tu m'as dit par rapport aux bases techniques, là, le fait de défendre avec les mains, avec le buste, avec le pied, ça, c'est un truc que je vais garder. Franchement, c'est très intéressant. Deux, tu m'as dit? La base technique que tu as dit, là, le fait de travailler avec un adversaire et travailler uniquement avec les mains, après uniquement avec le buste et après uniquement avec les pieds, c'est très intéressant. Hein. Ouais. Ils sont beaucoup, tu sais, sur se déplacer à gauche, à droite. Et Exact. défense du buste. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, Énormément. par exemple, c'est un truc que j'ai jamais eu l'occasion de voir et tu vois, on peut en avoir, là, j'ai appris, là, quoi. Ok. Par contre, je vois que tu es très sensible au transfert de poids. Et ça, énormément. Pour eux, de la coordination, au final, il y a que le transfert de poids derrière. Tu vois, ils sont aussi sur ce style. Et c'est important, ouais. Et de bien, Exact. ouais. Après, comparativement au Mexicain, après, tu peux pas dénigrer le style cubain. C'est vraiment une beauté autre. Et je pense que, par exemple, il y a Luis Ortiz. Tu vois, c'est qui Luis Ortiz sur les combats contre Wilder? Non, comme ça, tout de suite, C'est non. un poids lourd. Ok. Ça, c'est une pépite à regarder. Mais quand je vois les Mexicains, j'ai vraiment cette impression que les Mexicains, vraiment, eux, ils ont ce délire où quand ça frappe, ça fait mal, quoi. Ouais. Clairement. Et t'as vu, L'intention première, c'est de faire mal. ouais. Beaucoup plus ancré. Mais tu l'as dit, hein. Franchement, c'est pas la même intention. Mais comme les Russes aussi sont beaucoup dans la puissance. J'ai l'impression que c'est Kazakh russe, j'ai l'impression que c'est un mix en fait. C'est vraiment englobé. Hein. C'est le côté mexicain, mais avec la base cubaine quoi. Ah, je vois. Ouais. Parce que tu Russe, verras par exemple tu sais, le podolum, là, le fait tu sais qu'on peut faire du bruit, avancer, reculer. Un peu à ça la s'apprend, Slovaque. tu vois. Ouais. Mais là, je pense que c'est les Slovaques un peu qui sont beaucoup là-dedans. Tu sais, sauter, j'avance, je recule. Et, Après, tu sais, c'est l'ex-URSS quoi. ouais. Et ça, c'est dur, hein. Que sauter tout le temps, là, constamment, et garder le rythme. Exact, Ouais, pas évident. grave. Je pense qu'on va couper. Ah, Euh, on arrive à la fin. on arrive à la fin. Bah, merci pour la prochaine. Comme je t'ai dit, je mettrai justement tous les liens de toute façon, les gens vont voir justement ton Instagram et justement aller vers Amandine pour avoir plus de renseignements. Si vous voulez aller à l'Apollo, il Grave. y a Daoud Dasso dans l'Apollo, je crois bien. Comment? Il y a Daoud Dasso à l'Apollo, Ouais, Daoudasso, champion un olympique, enfin, ex-médaillé, 2008, ouais. Ouais. exact. Et donc voilà, quoi. Merci à toi. Hein. Merci beaucoup à toi aussi et un plaisir d'avoir pu échanger. Franchement, c'était top.